Chers camarades du cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, un invité, quelqu'un que pour beaucoup vous connaissez, vous m'en parlez de temps en temps, et donc voilà, vous l'avez. J'ai le plaisir de recevoir Tom Benoît. Tom Benoît, bonjour. Bonjour Pierre-Yves. Donc, vous êtes essayiste, vous êtes entrepreneur, vous êtes patron de la rédac de Géostratégie Magazine, que vous pouvez trouver en kiosque. Et vous intervenez de temps en temps, vous êtes rendu célèbre, entre autres, dans une de vos interventions publiques où vous, face à un Bruno Le Maire, décontenancé d'abord, dépité ensuite, et coléreux enfin. Il y Donc, en a qui sont allés beaucoup plus fort que moi, je l'ai entendu se faire traiter de voleur assez récemment, hier. oui, 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 tout à fait. Je ne serais pas permis. Ah, mais vous avez été extrêmement correct. C'est lui qui a été comment dire, comment dire, Ce qui est qui a surtout été légèrement praiseworthy, discourtois. pour terminer sur votre brève présentation, c'est qu'effectivement Bruno Le Maire m'avait qualifié de perroquet du Sénat parce que je faisais référence à ce fameux précédent, cette fameuse précédente commission du Sénat qui faisait ressortir que le déficit allait être celui qu'il a été et que les perspectives allaient être encore plus tard celles qu'elles sont aujourd'hui. Et à ce moment-là, Bruno Le Maire était dans une forme de rôle dans lequel il devait jouer que tout allait bien en France, parce que c'est assez particulier chez Bruno Le Maire. Bruno Le Maire est capable de vous dire le lundi, je ne peux pas faire d'attaque personnelle contre Bruno Le Maire, mais c'est là où il y a une forme de schizophrénie politique en tout cas. Capable de vous dire qu'il a sauvé l'économie le lundi, et le mardi de vous dire que la France est à l'euro près, et que le mercredi, jamais le bilan de la France n'a été jamais aussi brillant et exceptionnel, que jamais le chômage n'a été aussi bas, et que nous renouons avec la paysannerie, a-t-il dit hier. Hier, Bruno Le Maire nous disait que s'il y avait, je vous laissais entamer ensuite, mais j'étais vraiment surpris par ses propos, nous a dit, effectivement, il y a eu des accidents sur les recettes de la TVA, mais pourquoi? Parce que le but est de refaire de la France, ce sont les mots de Bruno Le Maire, un pays de paysans et d'ouvriers. Et que lorsqu'on a un pays de producteurs, ça c'est vrai, c'est tout à fait exact, on a moins de recettes que lorsqu'on a un pays de consommateurs, de recettes de TVA. Et à ce stade-là, vous me direz vos impressions, mais moi je n'ai pas remarqué un grand retour de la paysannerie en France, ni des ouvriers français. Mais Le- hier, Bruno Le Maire l'avait constaté, en tout cas. Je Voilà, pense que cet homme tire beaucoup sur la licence poétique. Ça lui jouera des tours. Mais, sûrement. Voilà, je vous en prie, Pierre. donc, si nous entrons dans l'actualité, disons la plus récente, nous avons un revenant qui fait un retour périodique, hein, qui est l'ancien banquier international et un patron d'institution, Mario Draghi, qui a remis un rapport sur le thème qu'il estime être le sien, qui est la compétitivité à l'échelon continental, où on ne sera pas tellement surpris, il préconise avant toute chose la fin des vétos nationaux pour viser quoi? Pour viser l'endettement commun. Donc, est-ce que vous pourriez, mon cher, revenir sur ce serpent de mer, parce que dans le cas de Mario Draghi, c'est un serpent de Ouais. mer, et surtout, si vous voulez, enfin, que pourrait-on, sans être trop policier, voir derrière tant d'insistance? Bon, je vais répondre à votre question assez précisément et je vais m'efforcer d'y répondre assez sérieusement, naturellement. Mais en préambule, je voudrais me permettre une plaisanterie qui est que finalement, Mario Draghi dit ce que je dis depuis quelque temps, c'est-à-dire que l'Europe a décroché. Parce que Draghi nous dit dans son rapport rendu hier, l'Europe, depuis 2002, a perdu toute forme de compétitivité vis-à-vis des USA, des Américains, décrochage sur l'exportation de produits manufacturés, décrochage sur la production de richesse générale, décrochage nominal sur le PIB, c'est ce que dit Mario Draghi. Moi, vous aussi d'ailleurs, et plusieurs personnes,
constatons que, j'ai souvent parlé de l'addition du PIB de tous les pays de l'eurozone avant que l'eurozone n'existe, et le PIB de l'eurozone, c'est inférieur aujourd'hui. La richesse de l'Europe aujourd'hui est inférieure, la prospérité de l'Europe est inférieure à l'Europe précédemment, y compris sur le plan des monnaies et de la puissance des monnaies, si on les additionne, à Tout l'euro à fait. aujourd'hui. Mario Draghi le souligne. Donc ça, c'est déjà un bon point, si je puis dire. Mario Draghi nous explique qu'effectivement, ça va très mal. Alors là, il y a une équation à résoudre, parce que si ça va très mal, il l'ajoute également, d'ailleurs, c'est presque mafieux comme méthode, si je puis dire. Si nous n'agissons pas, autrement dit, nous, ceux qui voulons mutualiser les dettes et vous rendre pieds et poings liés avec la BCE, avec l'Eurosystème et avec toutes les organisations, la Commission et tous les ministres que nous allons créer, les commissaires européens aux finances, aux stratégies de défense, à la transition écologique, si nous n'agissons pas, les mots de Mario Draghi sont nous nous dirigeons vers une lente agonie. Alors, une lente agonie, nous la connaissons malheureusement lorsque nous sommes victimes d'une maladie incurable, et j'en reviens au fait que cette lente agonie sera provoquée par cette maladie incurable, cette immense tumeur qui a été l'Union européenne, non pas l'Europe, mais l'Union européenne telle qu'elle a été conçue, c'est-à-dire cette union qui a pour objet d'être un outil de gouvernance auquel nous déléguons toutes les facultés de gouverner les nations individuellement. Donc sans même parler des collectivités, mais déjà de gouverner les nations. J'ai été frappé dans l'été, faire une digression, par cette Commission européenne qui martèle de plus en plus fort les plagistes italiens. Vous savez qu'en Italie, il y a beaucoup de familles qui se sont transmis des sortes de privilèges quant à l'exploitation commerciale des plages. Et sous le masque vil d'une fausse libéralisation au sens de la Commission européenne, il faut ouvrir les marchés. Donc, en d'autres termes, il faut empêcher des gens qui appartiennent à un territoire, et donc, ça c'est moi qui le dis, auquel le territoire appartient, parce que si vous appartenez à un territoire, le territoire vous appartient. Ça a été comme ça en tout temps. C'était le cas chez les Romains, ça a été le cas dans des vieilles cités comme Marseille. Moi, je suis né à Marseille, qui a été saccagée par les politiques qui ont été menées par les dirigeants français, et puis ensuite par l'Union européenne également, et par cette France sous Union européenne, et qui est devenue une ville tout simplement massacrée, l'ombre d'elle-même, et qui donne l'impression d'avoir 40 ans d'histoire alors qu'elle en a 26 siècles, et pendant 25 siècles et demi, Marseille appartenait à ceux qui y étaient. Et c'était le cas pour bien des territoires. Et donc la Commission européenne va frapper aux portes des plagistes en disant nous allons décider de ce que doit être le marché sur les plages italiennes. Et c'est ce que fait la Commission européenne en touchant. Et aujourd'hui, il faut un prétexte, après il faut un grand masque. Le masque idéal qui a été sélectionné, le camouflage, l'étendard, c'est cette transition écologique. Alors la transition écologique, malheureusement, est fondée sur une nécessité, c'est-à-dire, comme le dit Hubert Védrine assez justement, plus d'écologisation de la société, une écologisation de la société, c'est-à-dire après un quart de siècle d'hyper, d'ultra mondialisation au sens des transports maritimes, aériens, on s'aperçoit on a besoin de revenir à plus de respect de la Terre, de l'environnement, mais au lieu de faire ça par un retour à une forme d'archaïsme, pas de minimalisme même, mais d'archaïsme, c'est-à-dire de cohérence par rapport à ce qui est nécessaire, ce qui est utile. Vous avez du luxe dans l'archaïsme. C'est très juste. Regardez les marques de Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, il n'y a pas beaucoup de logos devant les boutiques. Il y a quelques lettres, parce que c'est évocateur. Dans la calligraphie, il y a quelque chose de justement minimaliste, simple, évocateur et de beau. Mais ça, c'est pas du tout l'idée de l'Union européenne et de la Commission européenne, la beauté. Le goût du beau et de l'archaïsme, du nécessaire, de ce qui est utile. Non, au contraire. Donc la transition écologique, selon la Commission européenne, pour résumer, c'est tout simplement de définir des très gros investissements nominaux, de définir qu'il va falloir des montagnes et des montagnes de milliards de monnaies, d'euros en l'occurrence, pour sauver la planète. À partir de là, cette Commission européenne a le pouvoir, c'est tout simple. Donc elle va, avant même d'avoir cette monnaie, définir qu'il faut investir tout ça. Et elle va se faire des crédits elle-même.
où, puisqu'elle a le pouvoir, elle va se donner la possibilité de se surendetter. Elle va mettre en gage la voiture de son fils, c'est-à-dire de ses citoyens, pour pouvoir prêter à l'étranger et signer des contrats à quelques sociétés, amis, partenaires, sous le masque de la transition écologique. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce que nous dit Mario Draghi, une fois de plus, mais c'est un marronnier depuis quelques mois, je constate que tout ce que je ne vais pas dire prédisais, mais ce que j'exposais comme prospective s'avère être de plus en plus exact, que ce soit par rapport au plan d'union des marchés de capitaux, qui lui aussi est le bras armé de cet hyper-endettement, parce que pour s'hyper-endetter pour l'Union européenne, il va quand même falloir avoir des collatéraux, s'il n'y a rien derrière. Vous parliez de la dette commune très justement précédemment. Si on veut émettre de la dette commune, je crois pas vraiment que les Irlandais, les Luxembourgeois, euh, même les Allemands soient tellement d'accord de faire pot commun avec des pays qui ont du déficit commercial, du déficit euh, budgétaire comme la France, ou du gros déficit budgétaire comme l'Italie, mais avec un peu d'excédent quand même, ce qui donne une valeur ajoutée à l'Italie. Donc il va falloir mettre des garanties, et cette garantie, ça va être l'épargne privée, ça va être la propriété privée. Donc la grande idée de Mario Draghi, c'est 400 pages. 170 propositions. C'est toujours les mêmes, vous me le disiez en aparté, on a parlé 30 secondes avant de démarrer cette émission, on a dit qu'on évoquait ce rapport Draghi, effectivement, chez Mario Draghi, il y a une forme d'obsession, c'est toujours plus d'Europe, quoi qu'il en soit. Et c'est ça Oui, bien depuis le sûr. départ. Ça veut dire que l'Union européenne que je décris, elle aurait pu mourir en 2010, elle aurait pu s'éteindre à la période des crises de la dette. Qu'est-ce qu'on a voulu sauver à ce moment-là? On n'a pas voulu sauver les nations, on n'a pas voulu sauver l'économie de ces nations, on a voulu sauver l'euro. Et là, on se retrouve à nouveau face à une crise. Parce qu'il y a des gens très loin d'ici, des Japonais par exemple. J'ai vu que depuis le mois de juillet, les Japonais, c'est pas encore énorme, mais ce sont délestés de 12, 13 milliards de dettes françaises. Et ils vont continuer à le faire. Parce que on s'aperçoit qu'il y a quand même un peu plus d'inquiétude aujourd'hui lorsqu'on détient de la dette française que de la dette allemande déjà. Donc, ce masque de l'euro, dont on présente comme un paratonnerre dans bien des médias, on dit si on n'avait pas l'euro, vous vous rendez compte où on serait, c'est totalement faux, parce que si on n'avait pas l'euro, on aurait des exportations qui seraient dopées, on aurait un gouverneur de la Banque de France qui serait pas Monsieur Villeroy de Gallo qui nous signe des tribunes de temps à autre en disant il faudrait faire ça. On aurait un gouverneur qui dirait on fait ça. Villeroy de Gallo disait dans le Figaro il y a une semaine je plaide pour une baisse des taux. Premièrement, il plaide pour une baisse des taux parce qu'il sait qu'il va y avoir une baisse des taux qui est totalement artificielle par ailleurs, parce que le système bancaire aujourd'hui dépend de facteurs bien plus profonds que la simple légère baisse du taux de dépôt, qui est maintenant le principal taux directeur à la place du taux de refinancement. Mais auparavant, le gouverneur de la Banque de France, d'un grand pays comme la France, d'une grande économie, avait une marge de manœuvre sur la politique monétaire du pays. Ça, on l'a perdu. Donc, ce que je vois, c'est qu'on a des personnalités comme Mario Draghi, comme Enrico Letta, et Ursula von der Leyen, j'en parle même pas, qui sont en train d'agir avec de plus en plus de moins en moins de vergogne et de plus en plus de férocité pour que nous soyons pieds et poings liés avec l'Union européenne. Parce que le discours que nous tenons commence à être de plus en plus compris malgré tout. Pour expliquer à des entrepreneurs aujourd'hui que tout va bien, même si Bruno Le Maire le claironne sur certains plateaux entre le lundi soir et le mardi, ou peut-être pas le mardi, mais peut-être le lundi, il faut se lever tôt, hein. Il n'y en a plus beaucoup qui pensent que tout va bien au niveau des finances publiques ou au niveau de la santé économique du pays. Donc je crois qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui, au bout d'un moment, vont se dire, mais et si on sortait de l'euro concrètement, qu'est-ce qui se passerait? Ah bon, on pourrait faire ça à nouveau, on retrouverait une capacité de gérer notre endettement de cette façon-là, comme on le faisait avant. On retrouverait une marge de manœuvre monétaire, on retrouverait la possibilité de doper nos exportations, on aurait une monnaie qui nous serait adaptée, on ne serait pas interdépendant. Donc avant qu'on en arrive là, l'idée de cette grande commission européenne, c'est de faire en sorte que vous n'ayez plus de choix, vous ne puissiez plus sortir. Voilà. Revenons juste un point justement là-dessus. En réalité, et vous le soulignez très justement, le comme l'euro a été créé à la demande des Allemands avec un système de sortie, c'est, c'est le PEG. Bon.
Les Français ne voulaient pas du PEG, mais les Allemands ont imposé, alors pour nos spectateurs, mais qui l'ont déjà entendu, ils ont imposé que l'euro, en réalité, soit un circuit de monnaie échangeable à un pour un. Mmh. Les Français voulaient un institut d'émission unique, enfin, les Français voulaient tenter de créer une vraie monnaie. Heureusement, la folie française n'a pas été écoutée. Pourquoi? Parce que je pense qu'une partie de l'Allemagne savait que l'euro et le Zollverein, parce que c'est un Zollverein, allait lui permettre de piller une partie du continent, ce qu'elle a fait. En manque de peau, elle ne sait pas réinvestir, donc elle a perdu une partie du pognon, mais qu'à l'Allemagne ensuite devait pouvoir s'en sortir. Je titre personnel, je pense que le poids des Allemands dans la création technique de l'euro ne peut s'expliquer que comme ça. C'est eux qui ont insisté pour que l'euro soit réversible. Aujourd'hui, une part de l'élite financière européenne veut le rendre irréversible. Mais, et c'est là où c'est intéressant, ils le veulent maintenant parce que l'illusion de l'euro se dissipe. Une monnaie unique ne s'emprunte pas à des taux différents, ne se conçoit pas différemment sur son marché de dette. Absolument. Donc, Et surtout, il y a des dissonances budgétaires sans précédent et on s'aperçoit qu'elles vont s'accroître, de plus en plus parce qu'on a des pays qui sont très différents et il y a des pays qui étaient des pays faibles qui deviennent des pays forts. Comme je le dis bien souvent, les petits pays qui ont des exportations, qui ont mmh, beaucoup de tourisme, ceux-là deviennent des pays forts. La Grèce, l'Italie, le Portugal et par rapport à la sortie de l'euro, en réalité, c'est même plus profond que ça parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. On a prévu de ne pas vraiment pouvoir en sortir finalement. On a mmh, prévu même que si nous en sortions, automatiquement, les agences de notation, qui sont quand même des organismes assez puissants, mais dont le rôle reste, demeure très opaque et interdépendant avec les acteurs initiaux du système, hein, puisque les agences de notation sont financées par les grands États occidentaux. Si on parle de Standard Poor's, Fitch, Moody's, qui doit porter un regard sur la dette de la France en octobre et qui va probablement abaisser sa note et s'aligner sur Standard Poor's, enfin S&P et Fitch. Ces agences de notation ont toujours dit qu'elles considéreraient que si la France, par exemple, quittait l'euro et revenait à une monnaie nationale, automatiquement, ça voudrait dire que le pays fait défaut sur sa dette. mmh. Or, si vous avez aujourd'hui un éclatement de la zone euro parce que par exemple, je fonde pas beaucoup d'espoir sur les Français, moi. Ça m'attriste, hein, parce que je suis français, nationaliste, mais je les sens pas prêts à se réveiller pour la plus grande partie. Il y a une audience, elle est là d'ailleurs, elle est ici. Non, mais Il y a une très grande partie, il y a des pays qui sont beaucoup plus coléreux de ce niveau-là à ce niveau-là, je suis tout à fait absolument. d'accord. Les Italiens, par exemple. Et les Espagnols, c'est compliqué aussi, parce que le peuple espagnol est pas très téméraire. Il a été marqué par la Le souvenir dictature. obsédant, pour eux, Voilà. l'UE, ça évite d'avoir à solder le souvenir obsédant de la guerre civile. Il y a Puis ils en vraiment un ont problème beaucoup plus psychanalytique autour de ça. profité. Ils savent en profiter d'une façon commerciale. Ce sont des Oui, pays, aussi. les Espagnols, si on leur explique qu'on va leur donner 50 centimes par kilo de bananes, ils plantent des bananes alors qu'ils n'en plantaient pas, ils se débrouillent d'en exporter, ils trouvent toutes les méthodes pour profiter de l'Union Mmh. européenne bien plus que la France aujourd'hui. Et on reviendra sur l'Allemagne ensuite, parce que finalement, effectivement, au départ, les Allemands ont fait ça à leur idée, en quelque sorte, pour pouvoir piller l'Europe, comme vous le disiez très justement, et Mais c'est aujourd'hui, plus la même Allemagne. mais c'est plus la même Allemagne, et ça s'est sacrément dégradé aussi. Donc, je pense qu'il doit y avoir, j'en ai parlé depuis quelques mois, des relents tout de même chez des industriels allemands, en proximité avec une forme d'État profond. Mais quand on dit profond, bah, c'est tout simplement l'État dirigeant de l'Union européenne qui dit, bon, bah, en attendant, on a quand même de l'industrie, si on titrise l'épargne, vous allez nous donner des contrats, donc on va gagner un peu d'argent, il doit y en avoir des comme ça. Mais quand même, les Allemands, ils perdent beaucoup d'argent avec l'euro. Ils perdent Heu, énormément. Sincèrement, ce sont Allemand, de oui. très, très gros perdants aujourd'hui. Mais donc, je verrais bien l'Italie se révolter au bout d'un moment et dire: «On fait quand même partie des, si on exclut les exportations énergétiques, heu, des 6 plus gros exportateurs du monde». C'est pas rien pour un petit pays malgré tout, en termes de nombre d'habitants, de territoire. C'est un gros pays exportateur, l'Italie. La Mmh. diaspora italienne est l'une des plus grandes au monde, plus Mmh. profonde diaspora au monde.
Aux États-Unis, l'Italie a une importance capitale, comme l'Espagne d'ailleurs. La France a une importance insignifiante aux USA aujourd'hui. Mm. Et alors qu'elle en avait une précédemment. Donc je verrais bien un pays comme l'Italie, euh, spontanément, quitter l'eurozone. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mario Draghi, Enrico Letta, ces hauts dirigeants fantoches sont présentés comme des Italiens, parce qu'ils le sont, à l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, la grande menace pour l'Union européenne, ce serait qu'un des gros pays, comme l'Italie, la quitte. Et si l'Italie quittait l'Union européenne, ou si l'Allemagne la quittait, mais alors là encore bien plus, ou la France, ou trois gros pays comme l'Espagne, le Portugal et la Grèce, je ne crois pas vraiment que les agences de Les notation, Pays-Bas, les pays Pays-Bas, contributeur net auquel personne ne pense, mais ça pourrait absolument, vite arriver. absolument, ça pourrait vite arriver. Ou même Parce qu'ils l'Irlande pourrait. ils rongent leurs freins, ils s'agacent. D'ailleurs, personne ne s'en rend compte parce que personne ne regarde ce qui s'y passe. Mais disons que eux, sur l'aspect comptable, ils s'agacent relativement vite. Bien Parce sûr. que c'est ce Mais c'est type de très juste contrat. ce que vous dites. Parce que regardez les Irlandais aujourd'hui, qui sont devenus, l'Irlande est un paradis fiscal des temps modernes, Euh, intégré à l'Union européenne. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui qu'Apple allait finalement devoir rembourser cette somme colossale, pas colossale à l'échelle de Apple, mais quand même une bonne dizaine de milliards, par rapport à une manœuvre comptable qui leur a permis de payer, on va dire, 1% d'impôts au lieu de 12 pendant quelques années. Ça fait une petite décennie que la Commission européenne les rattrapée, et comme la Commission européenne est assoiffée d'argent, et que lorsqu'elle voit de la liquidité, elle est prête à trahir même les siens parfois, elle a décidé de sommer Apple de rembourser cette petite dizaine de milliards, ce qu'Apple va devoir faire. Et donc, ce paradis fiscal moderne européen, l'Irlande, a énormément de liquidités. Ils ont placé dans beaucoup de compagnies américaines cotées, Amazon, Apple, Microsoft. Donc avant, via des fonds, avant que l'Irlande se retrouve dans une situation économique et budgétaire dramatique, ils ont de l'excédent, il faudra du temps, il faudra que les États-Unis et que les valeurs américaines s'effondrent, donc on n'y est pas. Donc l'Irlande peut tout à fait en avoir assez du système européen et être effrayée par le système européen. Et d'ailleurs, sur l'union des marchés de capitaux, les Irlandais ne sont pas chauds du tout. Mais donc, pour terminer mon propos, c'est que si un gros pays décidait de quitter l'Union européenne, je ne crois pas une seconde que les agences de notation, par fidélité à leurs décisions, il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, disent ce pays a fait défaut. Non, ils réévalueront leur dette et il y aurait des commissions qui s'organiseraient pour réévaluer la dette avec la nouvelle monnaie nationale. Et il faudrait rembourser cette dette, tout simplement. Mais tout a été fait pour que les pistes soient brouillées au possible et qu'une sortie de l'euro paraisse parfaitement impossible, parfaitement inenvisageable. Alors après, évidemment, aujourd'hui, d'un point de vue l'émission de dette commune, c'était absolument interdit par les traités. Mais tout c'était à fait. interdit Ce comme le sera coin. pas ce sera pas Voilà. le premier garde-fou qui mettront au feu. Comme dit Christine Lagarde avait quand même déclaré, nous avons violé tous les traités pour sauver l'euro. Donc, si on crée des traités pour les violer, c'est peut-être qu'il y a un problème, parce que le principe du traité, justement, est d'être un garde-fou. C'est d'où l'intérêt des lois organiques également ici, qui sont des lois qui sont au-dessus même des lois en quelque sorte, et qui doivent être sacrées, et qui doivent être marquées d'une dimension sacrée. Donc ce ne serait pas la première fois que les traités soient violés. Mais si les traités sont violés et qu'il y a une émission de dette commune, là, effectivement, le retour à une monnaie nationale devient de plus en plus compliqué. Surtout si vous avez titrisé de l'épargne et que le collatéral de cette dette, partiellement, est de l'épargne privée. Parce que là, je m'attends déjà sur les plateaux de télévision à voir des personnes qui me disent, mais vous vous rendez compte tout de même, vous voulez sortir de l'euro, qu'est-ce que vous allez faire de ces pauvres épargnants dont les liquidités sont titrisées au sein de leur banque par l'Union européenne et par tel organisme, telle organisation qui aura été créée entre-temps pour supplanter l'autorité des marchés financiers, réguler tout ça, tout encadrer. Dire, mais ces épargnants vont perdre leur épargne. Nos créanciers vont automatiquement saisir cette épargne puisque nous décidons spontanément de quitter l'eurozone et de quitter l'eurosystème. Donc ce qu'est en train d'annoncer Mario Draghi, c'est encore plus d'Europe pour sauver l'euro, mais comme je le disais au début, ce qu'il faut quand même noter, c'est l'aveu de Mario Draghi que cette Europe ne marche pas. C'est une réalité.
Cette Europe ne marche pas. On est en décrochage sur toutes les exportations, sur les industries pharmacologiques. Les Américains ont excellé durant toutes les années 2000, nous avons été dépassés. Sur les semi-conducteurs, nous excellions, nous avons tout perdu en 30 ans. Sur le numérique, les Américains ont excellé durant les années 2010, nous n'avons pas pris la course, au contraire, nous l'avons perdue. Et on se retrouve ici avec la gueule de bois, en quelque sorte, en étant des pays euh, passerelles, des pays fantoches, des pays fantômes où il reste plus que les ombres de notre culture qui devient de plus en plus mince, malgré tout, il faut le dire, parce que dans le monde émergent, que ce soit au Texas, par exemple, ou dans le vrai monde émergent, comme on le considérait, selon l'acception euh, de ce dernier demi-siècle au Moyen-Orient, il y a une culture très présente, parce que c'est la réunion de l'essentiel de la culture occidentale, de l'excellence de la culture slave, chinoise également, mais le tissu culturel ici, il n'y a pas beaucoup. Les énergies renouvelables, là où on en retrouve le plus en production, c'est au Texas. C'est pas en Europe, hein. C'est pas en Allemagne, c'est pas les énergies Wenge, c'est pas le mouvement qui a visé à s'aborder EDF et le nucléaire, puisqu'on considère pas le nucléaire comme une énergie renouvelable, c'est pas ce mouvement qui a permis de faire l'Europe un territoire des énergies renouvelables en nombre d'habitants et en superficie. Non, c'est la mentalité libérale, c'est la faculté à réagir par rapport à des confrontations données, à des demandes déterminées, des Texans en l'occurrence, ou dans d'autres parties du monde. C'est ça. Donc ce qui est en train de se passer, ce qu'il faut bien expliquer aux gens en quelque sorte, mais beaucoup le comprennent, c'est que dès lors que vous entendez parler de transition écologique, fuyez. Dites-vous que si on vous parle de transition écologique, c'est que l'on est en train de vous vendre tout simplement un prétexte, mais pas une occasion d'écologiser la société. C'est ça qui est en train de se produire. Oui, ils, ils ont utilisé tout ce qui est transition écologique, et d'ailleurs, ils ont suivi en cela les mouvements de pensée, disons, qui ont politisé l'écologie, non pas dans les années 70, mais l'écologie à partir des années 80, qui ont vu dans l'opération Captain Planet, tout simplement un accroissement de pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas obtenu par différents types de gauche autoritaire ou de droite écologique et autoritaire, mais ça a été un phénomène beaucoup, beaucoup plus rare. On va pouvoir l'obtenir maintenant, parce que l'urgence vitale écologique va nous permettre de faire sauter les barrières mentales en termes de contrôle. Michel Barnier, dès qu'il est arrivé, a parlé de dette publique comme d'un dossier très chaud et de dette climatique également. Et là, c'est la même chose. On est en train de mélanger deux Exactement. sujets qui n'ont rien à voir. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus et je prenais la comparaison sur le crédit d'un particulier. Si vous êtes endetté à hauteur de 300 000 euros et que vous arrivez devant votre banquier en disant j'ai 300 000 euros de dette devant un courtier et j'ai aussi 25 kilos à perdre. Donc j'ai une dette physique en même temps. Et ça me demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps passé, vous dire, mais ça n'a rien à voir, de quoi vous me parlez là? Vous avez 300 000 euros de dette financière, voilà. Après, la dette que vous avez physique n'a rien à voir. On parle de finance, et sur la dette publique, c'est la même chose. On a 3100 milliards de dette publique, avec une situation assez chaotique, assez dramatique, parce qu'on va quand même avoir comme premier poste des dépenses de l'État le roulement de cette dette, des difficultés justement sur les marchés à se financer, des taux qui augmentent, et vous avez un Premier ministre qui dit je vais dire la vérité aux Français, qui vient d'arriver, et qui vous mélange déjà, qui vous amalgame la dette climatique avec la dette publique. Je parle régulièrement également de la dette hors bilan pour faire un point là-dessus, sur la situation obligataire du pays, parce qu'elle est problématique. Vous savez, beaucoup d'économistes également qui vous disent, en plus, si on additionne le hors bilan sur la dette publique, non, 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 arrêtez-vous à la dette publique tout simplement. Vous avez 3100 milliards de titres obligataires qui ont été émis, qui sont de la monnaie circulante, parce que la dette aujourd'hui c'est de la monnaie. Quand on parle dans le Bien système sûr. monétaire contemporain, les réserves de change au sein des banques centrales, tout ceci, c'est de la monnaie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de réserves de change en euros et en dollars, et qu'il y a très peu de réserves de change en Chine, ce qui est en train de changer. Donc en France, vous avez 3100 milliards de titres obligataires qui ont été émis et qu'il va falloir rembourser ou qu'il va falloir faire rouler, pour parler d'une façon plus concrète. Mais le hors bilan, il n'est pas certain qu'il arrive. Parce que moi, j'ai entendu M. Barnier dire
et Draghi également dans son rapport, écrire: nous ne pourrons plus, mot pour mot, assurer notre système social. Et nous allons devoir modifier, voire abandonner toutes nos ambitions, certaines de nos ambitions ou toutes nos ambitions. C'est ce que déclare Mario Draghi. Et ce que nous dit Michel Barnier, c'est qu'il va falloir faire des économies sur le système de santé également. Donc, lorsque vous commencez à parler du hors bilan, c'est-à-dire que vous considérez que vous allez assumer vos engagements, les retraites des fonctionnaires, le système de santé, mais sincèrement, vu les politiques qui sont menées aujourd'hui, moi je suis pas certain que les retraites des fonctionnaires soient payées en temps et en heure dans 20 ans par rapport aux barèmes de cotisation qui ont été décrétés aujourd'hui. Donc sur le sujet de la dette publique, n'apportons pas de confusion parce qu'il est crucial aujourd'hui. On Mmh. a un stock de dette qui Tout est à fait. émis, à titres obligataires, qui sont de la propriété, qui sont de la monnaie circulante. Je parlais des Chinois précédemment parce que là où on a de quoi s'inquiéter, c'est on voit que il y a un effondrement qui arrive à vitesse grand V, beaucoup plus tôt finalement que ce que nous l'imaginions, et c'est pour Oui, ça c'est très que le juste. rapport Très, intervient, très inquiétant. c'est que ce qu'on considérait comme étant de la dette très sûre, ouais, finalement déjà en 6 mois, on a pris une sacrée claque en France. On a bien compris que sur les marchés, ça fonctionnait plus de la même façon et qu'il pouvait y avoir une envolée spectaculaire, inimaginable des taux longs, et que l'endettement pouvait devenir ingérable dans quelque temps. Et parallèlement, il y a tout un monde, finalement, émergent, comme on le disait, qui prenait beaucoup de pouvoir, les pays BRICS, les pays aux monnaies aux 5 R, les Indiens, les Russes, les Chinois, qui ont, eux, des exportations, l'Arabie Saoudite, qui exporte énormément également et qui fait partie des BRICS, bientôt, probablement, la Turquie également, qui va entrer au sein des BRICS, qui a de gros problèmes avec sa monnaie, puisque la livre turque est dans une situation euh, assez catastrophique, et que ces pays-là, finalement, ont un peu changé leur fusil d'épaule, j'ai l'impression, et que ils vont, je dirais, moins bousculer l'écosystème monétaire que ce que nous pouvions le penser il y a quelques mois et quelques années. Et Entièrement ayant, d'accord. Si ça dérape, ce sera certainement du fait des Occidentaux. voilà, Ça, c'est certain. ayant accumulé une quantité inouïe, inimaginable de puissance et de pouvoir, je vois que finalement, plutôt que de changer tout le système financier, de refonder un système financier auquel les Occidentaux n'adhéreraient pas, insidieusement, Xi Jinping et son banquier central vont dire: ouvrons un peu le marché de la dette chinoise maintenant. Et là, parce que pour acheter de la dette chinoise aujourd'hui, c'est quand même très compliqué, hein, c'est pas un marché très ouvert, la Chine. La bourse chinoise également, ça marche pas comme la bourse américaine. Vous allez pas sur les marchés chinois comme vous allez sur les valeurs américaines occidentales. Mais si les Chinois commencent à s'ouvrir, bah déjà autour, les Indiens, les Russes, même les Japonais vont se dire: bah, c'est très sûr la dette chinoise, il n'y a aucun risque à acheter de la dette chinoise. Et là, à ce moment-là, le système finalement de monnaie de réserve dont on croyait qu'il allait devenir totalement obsolète, va revenir au goût du jour, et très rapidement, le yuan va passer de 4% dans les réserves de change à 10, 15, 20%. Parce Ouais, que quand on tout à regarde fait possible. Mmh. ce qu'on appelle la dédollarisation, et qui est là aussi un mot un peu fourre-tout, qui est juste, il y a une dédollarisation en termes de réserves de change, le dollar est passé de 71% en quantité de réserves de change détenues au sein des banques centrales du monde entier à 58% aujourd'hui à peu près, Mmh. en une bonne décennie. Ça, c'est pas fait au bénéfice de l'euro, hein, parce que Certainement pas, non. voilà, quand on pourrait même je veux dire, personne, tous les défenseurs de l'euro est la deuxième monnaie de réserve en quantité de réserve de change. Comment se fait-il, si l'euro est si époustouflant, que lorsque le dollar décline, à aucun moment l'euro en bénéficie? Et je me suis renseigné plus attentivement sur le sujet très récemment, et je me suis aperçu que ça s'est fait beaucoup au bénéfice du dollar canadien, Mmh de mh. la monnaie australienne également, du dollar australien, des devises, des monnaies des pays comme, l'Inde un peu, la Corée du Sud aussi, au Mmh. bénéfice de ces pays-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est le même schéma qui s'est transvasé des États-Unis, qui s'est transféré vers vers d'autres régions du monde, mais avec exactement le même système. Et dès lors que les Chinois, parce que
Le Chinois aujourd'hui, banquier central ou Xi Jinping, ne peut pas se permettre durablement d'avoir une monnaie faible. C'est pas possible. Ça devient une grande puissance politique, une grande puissance démocratique. Ils veulent être les boss des BRICS, comme les Américains ont dirigé l'Occident. Et on peut pas diriger, on peut pas être suivi si on a une monnaie insignifiante, une monnaie ridicule et qui sert simplement à doper ses exportations, mais qui reste durablement faible. Pour être respecté de l'Indonésie, pour être respecté du Japon, pour être respecté de l'Inde, il faut qu'ils aient une monnaie un petit peu plus forte. Et ça, ils l'ont bien compris. Et dans toute leur politique monétaire, y compris jusqu'à ces dernières semaines où ils ont manœuvré avec beaucoup de, pas de difficultés, mais beaucoup de finesse, en surfant vraiment, en naviguant sur un fil, ils ont fait en sorte de garder une courbe des taux très conventionnelle et, et d'avoir une politique monétaire la plus rassurante, la plus conventionnelle, la plus rassurante pour les investisseurs. Et j'entends régulièrement Xi Jinping faire des déclarations à la chinoise, très calmes, très pondérées, en disant mais nous ne voulons pas concurrencer le dollar. Jamais les Chinois n'avons eu et n'auront l'ambition de concurrencer le dollar en sa qualité de monnaie de réserve. Mais concrètement, quand j'observe les décisions et les politiques qui sont menées par la Banque centrale de Chine, je vois que c'est totalement l'inverse. Je vois que les Chinois sont en train, petit à petit, d'imposer le yuan comme monnaie de réserve à l'avenir, et ça va se faire d'un seul coup. Et je veux vous dire, quand les Américains ont imposé le système du dollar comme monnaie de réserve de référence, ils ne l'ont pas dit. On n'impose jamais une monnaie de réserve de référence en arrivant avec de gros sabots en disant nous allons faire de notre monnaie une grande monnaie de réserve. On ne le dit pas. On use de la stratégie, c'est un peu comme dans les affaires, qui, à un instant précis, va nous permettre de mettre le pied dans la porte et finalement qu'il y a un effet boule de neige qui entraîne un nombre considérable d'entreprises à user de votre monnaie parce que déjà, elle est une bonne monnaie d'échange. Parce que pour être une bonne monnaie de réserve, il faut déjà être une bonne monnaie d'échange. Et pour être une bonne monnaie d'échange, il faut être adossé à une grande économie. Bah, pour les Chinois, c'est fait. Ils ont une économie qui est déjà très robuste, qui est la plus robuste. Ils ont un stock de liquidités énorme. Donc à partir de là, ils n'auront pas de mal à développer leur monnaie comme monnaie d'échange. Et puis après, à émettre de la dette, c'est sûr, puisqu'elle est adossée également à cette propriété très solide, à cette richesse à l'intérieur du pays. Donc je vois qu'il y a réellement un appauvrissement encore plus rapide qui est en train de se produire et que chez nous, malheureusement, on ne prend pas les décisions qui permettraient de contrecarrer ça ou de s'en sortir, du point de vue national. Je rebondis sur ce que vous disiez très justement. Quel rapport au temps? Parce que je me rappelle quand j'ai sorti il y a quelques années un ouvrage dont certaines parts ont vieilli, certaines peut-être un peu moins, sur la dette. C'était en 2013 et j'avais beaucoup de collègues et d'amis, je pense, celui qui est le plus connu est certainement Charles Gave, hem, bah, qui prenaient sur eux de donner des timings. Moi, j'étais beaucoup moins sachant qu'eux, je me risquais pas là-dessus et beaucoup de gens, ne voyant pas que les règles on a maintenu le système en brisant les règles, pour faire un système de plus en plus erratique, on dit: «Vous voyez, le système est invincible parce qu'il a survécu à tout». Le problème, c'est que le système tel qu'on en annonçait la mort est bien mort. Ce n'est plus le même système. Vous voyez les règles de l'euro. Les règles de l'euro ont totalement changé. L'euro, première monture, n'existe plus. En tout cas, plus dans son mode de gestion. Et à partir de là, beaucoup de gens se sont mis à penser que, outre le fait d'être des oiseaux de mauvais augure, heu, parce que ce n'était pas arrivé le jour T à l'instant T, que ça n'arriverait pas du tout. Or, je vous je vous le dis, moi je croyais, moi j'ai cru que le système allait tenir beaucoup plus longtemps.
que ce qu'il Ce est que en vous êtes train de en voir train là. de, vous êtes en train de dire finalement, c'est que la réalité est bien souvent plus banale que ce que l'on imagine. Et ça, Premièrement, oui. c'est assez commun. Et même dans les drames, c'est assez commun, dans les effondrements également. Et c'est pour ça que lorsque Bruno Le Maire parlait de l'effondrement de l'économie russe, en imaginant qu'il allait pouvoir gommer la Russie, comme Nicolas Sarkozy nous disait que, mot pour mot, hein, de Nicolas Sarkozy à l'époque, que nous avions sauvé la Grèce, qui risquait d'être rayée de la carte. La Grèce n'aurait pas été rayée de la carte. Qu'est-ce que vous faites? Vous effacez la Grèce de la carte si sur le plan nominal, les Grecs vous disent bah, vous nous avez intégrés dans un système européen qui nous convenait pas du tout, donc on a été hyper endettés, notre système bancaire s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe? On détruit la Grèce, alors on la supprime? Non, et on supprime pas la Russie non plus, on ne supprime pas la grande richesse énergétique de la Russie. Donc, ce qu'on constate, c'est que d'une part, le réel est souvent plus banal, ce qui Mhm. apparaît souvent plus banal que ce qu'on craignait, que d'autre part, on est forcément par ailleurs rattrapé par le réel. Et alors le réel se traduit beaucoup sur le plan monétaire aujourd'hui quand même par l'énergie et par l'or, hein. Sur le plan économique par l'énergie, si vous détenez de l'énergie, vous parvenez quand même à faire fonctionner. Il y a un ratio assez intéressant quand même entre la part de l'énergie dans l'économie, qui peut être insignifiante même dans des grandes économies. Je parlais de l'Italie précédemment. L'Italie, c'est un pays qui est très dépendant de l'énergie extérieure, et pourtant c'est un pays qui est un gros exportateur. Et dont l'économie, selon moi, est assez prospère par rapport à ce que je vois de l'Italie aujourd'hui et ce que j'ai exposé au début de notre entretien. Et vous avez des pays dont l'économie repose énormément sur l'énergie. Et ce sont des pays, on s'aperçoit d'ailleurs, dans lesquels il y a beaucoup de cash à côté dans le PIB. En Russie, je sens le PIB de la Russie en liquide, en argent liquide, est surdimensionné ou en argent offshore, détenu en Indonésie, à Dubaï, dans ces pays-là. Et ça, c'est pour le plan purement économique. Et sur le plan purement monétaire, tout de même, si l'or existe depuis plusieurs milliers d'années, si toutes les banques centrales des pays qui sont pas en difficulté se procurent de l'or et continuent de le faire, ça laisse présager que l'or n'est pas totalement fini sur le plan monétaire et qu'au contraire, on va se retrouver avec un système qui va être il y a besoin de étalons. Ou alors on abandonne le système de monnaie. Peut-être aussi, hein, je dis pas que le déclin général, là, pas seulement de l'Occident, fasse que on se dirige au bout de peut-être 50 ou 60 années, ou plutôt vers une situation de chaos dans lequel les échanges sont totalement euh, régis par des dictatures à l'européenne fois 100. Peut-être. Peut-être pas. J'imagine qu'il y a quand même des pays dans lesquels il y a suffisamment de stabilité, notamment les Émirats Mhm. arabes unis, l'Arabie saoudite, stabilité économique, hein, déjà, pour se Mhm. dire, non, non, nous, on veut quand même avoir des outils de réserve de valeur, on veut quand même avoir des systèmes monétaires. Et là, l'étalon va reprendre un petit peu de sa valeur. En l'occurrence, il est fort probable que ce soit un étalon or. Oui, ça, si vous voulez, on le voyait arriver. C'est ce qui m'amène au dernier point. Comme finalement, en réalité, à, à l'exception de situations très limites, type Russie de la fin des années 90, etc., on va vivre plus des Ou Europe des fluctuations. années 2020. Oui, voilà, en réalité, le choc, par exemple, de l'émergence est en train d'être, vous l'avez très bien dit, est en train d'être pas digéré, mais les choses se mettent en place. Avec, malheureusement, un homme malade qui n'est pas les États-Unis dans ce dossier-là. C'est vraiment l'Europe qui est. C'est pas la totalité de l'Occident qui va être mis ou qui va regarder le train du monde passer. C'est avant Oui, tout les Européens. totalement. Or, justement, et face à ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils accélèrent. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que, en tentant d'accélérer par les dettes communes, le marché de capitaux, bon, c'est fait pour endiguer quoi? Pour endiguer le fait que les économies européennes divergent et que rien ne peut empêcher qu'elles divergent. Bon. Mais une fois que ça aura raté pour vous, qu'est-ce qu'ils ont comme carte après ça? Je crains qu'il y en ait des années, qu'il y en ait pour des années, premièrement, et que d'autre part, on se retrouve dans la situation d'États vassalisés, comme le Pakistan, comme ces pays qui se retrouvent Hmm. menacés par leurs créanciers, et on en a encore sous la pédale. C'est ça qui inquiète, c'est qu'il y a de la propriété privée, il y a de l'épargne, il y a des biens publics, il y a une culture qui est démantelée, mais
Elle existe encore un peu, il y a des sursauts, on peut continuer à l'étouffer, il y a encore quelques sociétés, mais regardez quand même, ça monte très très haut, parce qu'aujourd'hui, l'interdépendance du centre d'une mondialisation qui a été très mal gérée fait que bah, même pour LVMH, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, il y a de Mmh. mauvais résultats. Pour Renault, par exemple, Renault commence à dire à la Commission européenne, non mais arrêtez, parce que là, si vous imposez des droits de douane aussi draconiens et abrupts, alors que nous n'avons même pas encore la possibilité d'envisager les technologies, et que vous avez déjà envisagé les sanctions si nous ne respections pas la charte qui régit ces technologies, on va faire faillite, on tiendra pas, on pourra pas payer, c'est pas possible. Donc on se retrouve avec tout un système quand même qui fait que on étouffe des poids lourds, mais il y a encore des poids lourds à étouffer aussi. Donc il y a un ruissellement de la pauvreté. C'est le ruissellement de Macron, mais inversé, si vous voulez. C'est le ruissellement de Mmh. la paupérisation. Et ça, on le voit sur bien des sociétés, même sur la formidable, c'est ironique, idée de Bruno Le Maire de taxer les énergéticiens. On s'aperçoit finalement que ça a été le meilleur moyen de taxer surtout EDF et de tirer une balle dans le pied d'EDF, et que là aussi on découvre le pot rose, on le voyait, mais l'idée de Bruno Le Maire c'était de ramasser de l'argent. Et l'idée de la marge de manœuvre c'est de créer des taxes, donc il fallait en créer, c'est pourquoi pas taxer les énergéticiens, on trouve toujours un prétexte, hein, parce qu'on va vous Mmh. dire, ils font des super profits, et là, je vois que dans son dernier discours, on parlait du Sénat. Hier, Bruno Le Maire remet quand même sur le tapis. Alors là, c'est vraiment schizophrénique, hein, parce que la taxation des 1% les plus riches. Le maire se découvre plus communiste que les communistes des temps modernes et nous dit le vrai problème, c'est que les 1% des plus riches ne paient pas assez d'impôts. Bon, c'est pas tout à fait faux, si vous voulez. Mais en même temps, Bruno Le Maire est ministre des Finances depuis des années, et le sous-entendu, c'est toujours le même, comme je dis souvent, c'est qu'on vous dit, bah, les 1% des plus riches ne paient pas assez d'impôts, il faut surtaxer les riches. Bon, eux, on va pas y arriver, on va taxer ceux qui sont à peine un petit peu moins riches, et finalement, on va surtaxer déjà les classes moyennes, on va augmenter les barèmes, et finalement, on va taxer les pauvres. Et le 1er juillet dernier, on a augmenté les prélèvements de 5%, le premier volet, pour les auto-entrepreneurs. Donc des 1% les plus riches aux auto-entrepreneurs, il y a un pont quand même, hein, et Bruno Le Maire vous dit on va taxer les plus riches, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, finalement, je vois quand même que même pour les plus puissants, mais qui font vraiment pas partie de la petite oligarchie de l'administration Biden-Obama aux États-Unis et de la Commission européenne, bah, même pour eux, ça devient compliqué. Et ces gens-là sont finalement des proies. On le voit avec Vincent Bolloré, par exemple, ici. Vincent Bolloré en veut Mmh. énormément à Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron a mené une politique africaine qu'on connaît, catastrophique et ridicule de surcroît, où il n'a jamais réagi en temps et en heure, il a perdu toute forme de crédibilité, et j'en passe. Et Bolloré avait beaucoup investi sur l'Afrique. Et Bolloré, finalement, se venge par puissance médiatique d'un Macron qui lui a fait perdre énormément, et c'est pour ça qu'il y a une forme de liberté supplémentaire malgré tout sur ces news qui devrait être répandue sur tous les médias, parce que tous les médias devraient pouvoir, vu que Macron s'est fait huer là pour la cérémonie des Jeux Olympiques, il n'y a qu'une seule chaîne de télé qui l'a montré, c'est CNews. Et le Mmh. lendemain soir, vraiment contraint, France 5 en a parlé. 24 à 48 heures plus tard. Mais la seule chaîne qui a fait l'actualité du moment là-dessus, c'est CNews. C'est la chaîne de Vincent Bolloré. Donc vous avez des milliardaires comme ça, parce que c'est quand même assez lourd, Vincent Bolloré, qui font partie du système. Si vous êtes Vincent Bolloré, vous êtes quand même à l'abri. Ben, même là, vous êtes en position d'insécurité par rapport à des personnes qui ont perdu toute forme de raison, mais qui ont les outils de pouvoir entre les mains. Et auparavant, quand on arrivait à avoir des outils de pouvoir, même si on n'était pas le plus riche, même si on n'était pas le plus puissant économiquement, on avait une forme de respect, premièrement des nations parce qu'il y en avait, mais de raison qui permettait d'entretenir un écosystème. Et là, c'est plus du tout le cas. Thierry Breton, c'est l'exemple. Le Brésilien, le juge avec X, ce sont des gens qui font fi de toutes les règles à la fois de liberté d'expression, mais même de capitalisme. Même si vous regardez dans le symbole, c'est quand même assez fascinant de voir l'homme le plus riche du monde, Musk, se faire ennuyer par Thierry Breton,
qui est un type qui a, somme toute, qui est aux portes de la prison, parce qu'il pourrait très rapidement se retrouver, c'est pas de la diffamation, hein, mais on met une petite affaire, vraiment, s'il est plus en odeur de sainteté dans la météo économico-politique de l'Union européenne, il y a des dossiers à sortir hein, sur Thierry Breton, il Nous y en sommes bien a vraiment d'accord. pas mal. Donc je veux dire, vous avez ce petit personnage qui a tout raté, en plus, dans les affaires qu'il a pilotées, il n'y a pas une affaire que Thierry Breton a pilotée qui n'a pas été littéralement saccagée, conduite à la faillite. Et en plus, en tirant profit, vous avez un petit mec comme ça. C'est le mot juste, hein. Oui, Vous petit avez un mec. petit Oui, tout à personnage fait, petit mec. voilà, qui va ennuyer, qui va faire perdre des fortunes de valorisation quand même, à l'homme le plus riche du monde. Ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Et c'est le signe, et pour des raisons arbitraires. Mm. Faisant fi de la liberté d'expression, faisant fi des règles du capital. Donc ça, c'est le signe quand même d'une société très, très malade. Voilà. Mm. Ouais, nous aurons l'occasion, j'espère, dans plusieurs autres entretiens à venir, de revenir sur ce type sur Avec ces plaisir. angles, cher Tom. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, et je vous dis à très bientôt. Et chers camarades du Cercle Aristote, n'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir. Vous avez toutes les modalités en description. Déjà, en faisant connaître la chaîne, déjà le minimum minimorum, et en partageant cette vidéo. Merci à tous. Et À merci très à tous de bientôt. nous avoir écoutés. Merci à vous, Pierre-Yves, également. On termine là-dessus pour ce que vous faites, parce que c'est absolument essentiel pour le pays, pour les médias et pour la culture de notre pays. Bravo et à Merci, Tom. bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.